C'est l'avion le plus connu de la planète. Air Force One est un des symboles des États-Unis dans le monde. Du plus fascinant et télégénique des avions présidentiels Quand on le voit arriver, c'est vraiment l'Amérique qui débarque. au très mystérieux Ilyushin de Vladimir Poutine, Tout ce qui touche au président russe est top secret. en passant par l'hyper connecté Airbus A330 des présidents français, La 330, c'est vraiment un petit Élysée volant. et le plus surprenant, l'avion de ligne customisé du dirigeant chinois. L'avion est démonté et entièrement inspecté, centimètre par centimètre. Voyage à bord d'engins volants bien identifiés qui incarnent la puissance de leurs pays respectifs. L'avion ne s'arrête pas à un moyen de transport. Il représente son pays, il représente son président. Sous des airs d'avions de ligne, ces appareils sont en réalité des centres de commandement à part entière, dotés des technologies les plus avancées. Air Force One, c'est une Maison Blanche volante. Tout ce qu'il fait à la Maison-Blanche, le président peut le faire dans l'avion. À bord de ces avions exceptionnels, l'aménagement est pensé pour satisfaire les désirs d'un seul et unique passager. Pour le président, c'est comme être dans un hôtel 5 étoiles. En matière de confort, Vladimir Poutine aime ce qui se fait de mieux, avec autant d'or que possible. Face à la menace terroriste, Il y a quelqu'un qui va tirer un missile pour abattre l'avion présidentiel. ces engins embarquent des systèmes de sécurité classés secret défense. Les pilotes peuvent éjecter des fusées éclairantes. Elles dégagent une signature thermique plus grande que celle d'Air Force One. C'est une sorte de rayon laser qui va éblouir l'optique du missile qui est en train de nous arriver dessus. Des prémices, C'était quand même le must, c'était super chic d'arriver dans un pays étranger à bord d'un Concorde. On est vraiment dans ce que l'on a fait de mieux en matière d'aviation. au futur de l'aviation présidentielle, Dans les 25 à 30 prochaines années, nous verrons arriver un Air Force One supersonique. embarquement à bord de cabines normalement interdites d'accès, On voit que c'est le siège présidentiel tout de suite, puisqu'il y a deux accoudoirs. dans les pas de témoins privilégiés. Quand on transporte un président de la République, la mission est particulière. Quand les grands de ce monde prennent les airs. On est dans le pouvoir, on est au cœur du pouvoir. À 17 km au sud-ouest de Washington, sur la base militaire d'Andrews, sommeille le plus célèbre avion de la planète. Un Boeing 747 militarisé, plus connu sous son fameux indicatif radio, Air Force One. Air Force One est gardé dans un hangar gigantesque. C'est très sécurisé. Personne ne peut approcher, il y a des militaires partout. À l'abri dans sa forteresse, Air Force One fait l'objet d'une surveillance de tous les instants. Son plus illustre passager n'est autre que le dirigeant de la première économie mondiale. Les avions de ligne sont entretenus avec beaucoup de soin, mais Air Force One est entretenu de façon bien plus scrupuleuse. Qu'il s'agisse de l'entretien des moteurs, du contrôle des systèmes de navigation, du nettoyage ou du polissage, il y a quelqu'un autour de l'avion 24 heures sur 24. Il doit être prêt à décoller n'importe quand. N'importe quand, mais pas n'importe comment. Quand Air Force One est en mouvement, la Maison-Blanche tout entière prend son envol. Une Maison-Blanche compactée dans l'habitacle d'un géant des airs, le Boeing 747. C'est frappant à quel point il est énorme. C'est un immeuble de 6 étages. Les dimensions de ce colosse, à près d'1 milliard de dollars, sont monumentales. 70 mètres de long, 59 mètres d'envergure et 19 mètres de hauteur. Son poids, 377 tonnes,
exige de puissants moteurs. L'avion est propulsé par 4 turboréacteurs KF6 à double flux. Chacun produit 25 tonnes de poussée. C'est comme si 2 locomotives de TGV poussaient cet avion dans les airs. Pour alimenter ce mastodonte des airs, Air Force One est équipé de réservoirs supplémentaires. 203 000 litres de kérosène sont embarqués à chaque vol. De quoi assurer à l'appareil un rayon d'action de 12 500 km. C'est 1600 de plus qu'un 747 ordinaire. De Washington à Bagdad ou de Washington à Tokyo, partout où le président doit aller, Air Force One peut l'y emmener. Le Pentagone dit même que l'avion a une autonomie illimitée. Sur le nez, un système permet de le ravitailler en vol. C'est utile en cas de guerre nucléaire, si tout est en ruine et que le président ne peut atterrir nulle part. À avion exceptionnel, procédures exceptionnelles, à commencer par l'embarquement. Un show à l'américaine, orchestré toujours de la même manière. L'hélicoptère présidentiel arrive sur la pelouse sud de la Maison-Blanche. Le président sort alors de la Maison-Blanche devant les caméras. Il monte à bord de Marine One. Il faut une dizaine de minutes de vol jusqu'à Andrews. Le président fait alors ce fameux salut militaire lorsqu'il débarque. Puis il grimpe les escaliers qui mènent à l'avion et il salue la foule. Bien souvent d'ailleurs, il n'y a personne autour de l'avion. Le président salue un tarmac complètement vide. C'est de la pure mise en scène. Juste avant le décollage, le président américain est le dernier passager à pénétrer à bord. C'est à ce moment précis que l'avion prend l'indicatif radio qui a fait sa légende. Le nom Air Force One désigne un avion de l'armée de l'air dans lequel est le président. Parfois, le président voyage à bord d'un C-40 ou d'un C-32. Et ces avions deviennent à leur tour Air Force One. Un avion présidentiel à géométrie variable, mais qui présente toujours le même visage. Une large bande bleue et or le long du fuselage, une bannière étoilée posée sur la dérive et le sceau présidentiel sur le nez de l'appareil. Un look unique, tout droit hérité de l'ère Kennedy. Avant Kennedy, Air Force One avait un design très militaire, très ordinaire, avec du métal poli et des reflets orange brillants. Ce n'était pas très attrayant et surtout ce n'était pas à la hauteur d'un président. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça le rend à part. Cet avion est inimitable. Inimitable à plus d'un titre. À 13 000 mètres d'altitude, l'avion présidentiel américain tutoie la vitesse du son, avec des pointes à 1120 km/h, quand les avions de ligne plafonnent à 900. Je me souviens de trajets où l'avion est allé très très vite, au point qu'on pouvait le sentir trembler. Il en est un qui ne doit jamais trembler lorsqu'il grimpe à bord. Le président des États-Unis, bien sûr. C'est un vrai camp retranché quand le président décolle ou atterrit. Chaque centimètre carré de la piste est passé au peigne fin. Il y a aussi des tireurs d'élite, les armes pointées vers des menaces potentielles. La plus grande menace quand Air Force One est au sol, c'est qu'un tireur isolé puisse atteindre le président. Une fois le président à bord et Air Force One dans les airs, c'est à une autre menace que l'avion est confronté. Mais une fois encore, il a les armes pour y répondre. Si quelqu'un tire un missile vers Air Force One depuis le sol, les pilotes
peuvent éjecter des fusées éclairantes. Elles dégagent une signature thermique plus grande que celle d'Air Force One. Ces leurres vont attirer le missile vers eux et ainsi éloigner la menace. Air Force One est un bunker volant. Les hublots de l'appareil sont blindés. Son fuselage est protégé par un mélange d'aluminium renforcé et de titane. De quoi résister au pire des scénarios. Même en cas d'explosion nucléaire à proximité, Air Force One est protégé contre les impulsions électromagnétiques. Ça veut dire que les circuits sont capables de résister, de ne pas griller en vol, comme ce serait le cas pour n'importe quel des circuits électroniques qui sont autour de nous. Cette carapace permettrait au président de continuer à communiquer avec n'importe qui, n'importe où. En plus de ses capacités de protection hors du commun, lorsqu'il embarque le président en mission, Air Force One est loin d'être livré à lui-même. Vous avez près d'une dizaine de rotations d'avions lourds, des avions cargo, des C-5, des C-17, les plus gros avions de transport militaire du monde, qui vont aller sur place pour déployer tout ce qui est nécessaire autour du président. Des ambulances spécifiques, des hélicoptères nécessaires en cas d'évacuation, la limousine présidentielle blindée. Une limousine surnommée la Bête. Elle est entièrement blindée. Les portes font 20 cm d'épaisseur. Les vitres sont pare-balles et le châssis résiste aux bombes. En général, il y a 2 voitures. Pour des raisons de sécurité, on ne sait jamais dans laquelle le président se trouve. Une façon de brouiller les pistes qui ne s'applique pas seulement à la limousine présidentielle. À chaque fois qu'il s'envole, Air Force One est suivi de près par son jumeau. Une réplique en tout point exact à l'original. En cas de menace, il peut servir à tromper l'ennemi. Le président est alors conduit dans cet avion de secours et tout continue comme si de rien n'était. Tout prévoir, à commencer par le pire. Voilà pourquoi, avant chaque voyage présidentiel, la nourriture embarquée dans Air Force One fait l'objet d'un protocole bien particulier. Les stewards de l'avion se rendent en civil au supermarché et ils ne vont jamais au même endroit pour que personne n'anticipe leur venue, pour éviter tout empoisonnement. Et il n'y a pas que la nourriture qui est soumise au contrôle le plus strict. Pour éviter tout sabotage, les militaires déterminent avant chaque voyage les aéroports où ils vont refaire le plein. Le carburant est alors testé, puis mis sous scellé et gardé sous surveillance jusqu'à ce qu'il soit utilisé. Telle une citadelle imprenable, Air Force One sert de refuge au président américain. Particulièrement lorsque l'Amérique est attaquée. Le matin du 11 septembre, le président Bush était à Sarasota, en Floride, à la rencontre d'élèves d'une école primaire. Son chef d'état-major arrive. Il lui murmure qu'un 2e avion a heurté la 2e tour et il lui dit « L'Amérique est attaquée ». Bush est alors abasourdi, complètement stupéfait. C'est ainsi que démarre la guerre contre le terrorisme, comme il l'appelle. On a fait sortir le président de la classe pour lui donner toutes les informations alors disponibles avant qu'il ne soit conduit à bord d'Air Force One. On a estimé que c'était l'endroit le plus sûr. George Bush à bord, Air Force One met les gaz et s'envole dans le ciel. Destination inconnue. Les services de protection redoutaient un nouvel attentat à Washington. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Bush a alors stoppé le trafic aérien. Plus personne ne volait dans le pays, sauf Air Force One. Air Force One a alors servi de poste de commandement volant. À 13 000 mètres d'altitude, entouré de ses conseillers,
George Bush est un président à l'abri, avant qu'une information en provenance de Washington ne provoque la panique dans le cockpit. Quelqu'un a appelé la Maison-Blanche et a dit « Angel est le prochain ». Angel, c'était le nom de code pour Air Force One. Le pilote a alors placé un garde armé devant le cockpit. Il craignait que l'avion ne soit détourné par quelqu'un à bord. Ils ont alors décidé de se rendre à la base aérienne d'Offutt, où le président Bush a été transporté dans un bunker sécurisé. En fin de journée, George Bush obtient le feu vert des services secrets. L'heure est venue de regagner la Maison-Blanche, un trajet sous très haute sécurité. Des avions de chasse ont escorté Air Force One. Ils volaient aile contre aile. Le président m'a dit plus tard qu'il pouvait voir le visage du pilote. Ils se sont même fait un signe de tête. Ça l'a vraiment marqué. Le 11 septembre 2001, George Bush l'a passé à bord d'Air Force One. Mais au cours de cette journée qui a endeuillé l'Amérique, un autre avion se tenait prêt à embarquer le président des États-Unis. Le Boeing E-4B, baptisé l'avion du jugement dernier. Cet avion était sur le tarmac où se trouvait Bush ce jour-là. Mais il n'est pas monté à bord, car la Maison-Blanche a jugé que ce serait la panique s'il embarquait dans l'avion du jugement dernier. Jamais dans l'histoire, un président américain n'est monté dans ce Boeing 747 militarisé. Un avion sans hublot ni chambre présidentielle, qui à la place embarque plusieurs tonnes d'équipements de communication ultra sophistiqués. Des systèmes radio et satellites dont les antennes se cachent dans le dôme situé sur le toit de la carlingue. Et plus rare, un système capable d'atteindre toutes les forces armées, où qu'elles soient, à très basse fréquence. Les très basses fréquences, elles vont rebondir sur les couches supérieures de l'atmosphère et elles vont comme ça se propager sur la totalité de la Terre, y compris jusqu'au fin fond de la mer. Pour émettre ce type de fréquence, l'appareil déroule une antenne longue de 8 km. Techniquement, comment ça marche? L'avion se met en virage, comme ça, et l'antenne descend comme un tire-bouchon. Et elle descend comme ça, et elle descend au-dessus de l'eau. L'antenne permet à l'E-4B de communiquer avec des sous-marins lanceurs d'engins, même s'ils sont immergés. C'est-à-dire que cet avion a le bouton atomique. Pour maintenir constamment sa connexion avec le sol, Air Force One dispose également d'un éventail d'équipements en dernier cri. Quand le président est à bord, le mode avion n'existe pas. Il continue à diriger le pays. Tout ce qu'il fait à la Maison-Blanche, le président peut le faire dans l'avion. Air Force One, c'est une Maison-Blanche volante. Lorsqu'il est à bord, le président américain reste aux commandes du pays et tout est fait pour lui faciliter le travail. Sur les 370 mètres carrés de surface disponible, il dispose d'un vaste bureau, à même d'accueillir jusqu'à 5 membres de son cabinet. Et pour échanger en plus grand comité, direction la salle de réunion présidentielle et ses 8 fauteuils extra larges. 2 pièces entièrement insonorisées. Le chef d'état-major, le conseiller à la sécurité nationale, il y a dans l'avion tout l'entourage du président, ce qui lui permet de trancher tous les sujets de première importance. On dit que le président est souvent plus productif à bord d'Air Force One qu'à la Maison-Blanche. Un président aux manettes sans jamais rien manquer de ce qui se passe au sol. Air Force One compte pas moins de 87 lignes téléphoniques, dont 28 sont codées et sécurisées.
À bord, vous avez 3 opérateurs spécialisés. Ils peuvent appeler au téléphone ou par vidéoconférence n'importe qui dans le monde. Le président peut ainsi échanger avec les autres chefs d'État. Autour du président et des 25 membres d'équipage, seuls 75 passagers sont admis à bord. Ils sont 366, soit 5 fois plus, dans un Boeing 747 affrété par une compagnie aérienne. Voler à bord d'Air Force One, c'est mieux que voyager en première classe. Les sièges sont bien plus spacieux que ce à quoi nous sommes habitués. Mais personne dans l'avion n'est traité aussi bien que le président. Tout ce qu'il veut, il l'obtient. Pour lui, c'est comme voyager à bord d'un hôtel 5 étoiles. Un confort à la hauteur de sa mission. Entre 2 sessions de travail et avant d'arriver à destination, le président américain peut se retirer dans sa suite, un sanctuaire dont l'accès est strictement limité. Au niveau du nez de l'avion se trouve la chambre présidentielle. Elle se compose de 2 canapés. Le lit est toujours fait, au cas où le président voudrait faire une sieste. Un président ne se détend jamais vraiment, mais avant d'arriver à un sommet, il peut dormir un peu dans l'avion et au réveil, il est prêt à attaquer une nouvelle journée, reposé. Reposé et apprêté, dans sa suite, le président jouit d'une salle de bain et d'une salle de sport. Le président Bush y a installé un monte-escalier pour pouvoir faire de l'exercice. Il tenait vraiment à prendre soin de lui. Pour veiller à la bonne santé des présidents, Air Force One compte aussi un cabinet médical qui, au besoin, se transforme en bloc opératoire. Ça nous renvoie directement à l'assassinat de Kennedy. Ce cabinet médical permet d'opérer le président à bord, s'il venait à être blessé ou malade. Au luxe de pouvoir dormir, se laver, s'entretenir et se soigner dans les airs, le président américain se voit également offrir des repas façon restaurant gastronomique. Air Force One compte 2 cuisines, dans lesquelles officient pas moins de 5 chefs triés sur le volet. Ils savent ce que le président aime manger, ce qu'il aime boire, et donc ils mettent tout ça au menu. Et tous les passagers doivent faire avec. Ce n'est pas comme dans les compagnies aériennes où la nourriture est préparée à l'avance et réchauffée dans l'avion. Là, tous les aliments sont frais et cuisinés à bord. Confort, vitesse et sécurité, Air Force One est depuis plusieurs décennies le nec plus ultra en matière d'avion présidentiel, au point d'en faire une source d'inspiration parmi les autres grandes puissances. À l'automne 2010, la France délaisse son petit A319 présidentiel au profit d'un Airbus A330. Doté d'une autonomie de 12 000 km, soit le double de son prédécesseur, il mesure 59 mètres de long pour 60 mètres de large et arbore un design entièrement repensé, faisant la part belle au drapeau tricolore. On a voulu monter en gamme et dans cette montée en gamme, il y a des raisons opérationnelles claires, mais après, il y a aussi également une question d'image. Quand vous arrivez dans un sommet international, un sommet du G20, un sommet du G7, il y a un peu un concours de celui qui aura le plus gros avion, quoi. Vous avez un A319 face à un 747, face à un Air Force One. Faites pas le poids. L'avion présidentiel, il est tellement emblématique qu'on parle d'un ambassadeur matériel. C'est-à-dire que l'avion ne s'arrête pas à un moyen de transport. Il représente son pays, il représente son président. L'avion symbolise un petit peu la puissance du chef de l'État. Nicolas Sarkozy se vivait comme le nouveau Kennedy français. Donc il fallait un avion beaucoup plus rutilant. Un porte-étendard de la France et de son président à 259 millions d'euros, qui, le temps de son aménagement tenu top secret, a alimenté les fantasmes et gagné un surnom tenace. Air Sarko One,
cette image de président des riches, de président bling-bling, elle est collée à lui. Donc forcément, on imagine que l'avion va être à son image. On a dit qu'il y avait une baignoire sabot pour que le président puisse se prélasser en vol, et puis aussi des capteurs de fumée pour lui permettre de fumer le cigare. Bon, complètement faux. Là, on est dans, en quelque sorte, le règlement de compte politique, en disant Sarkozy voit trop grand. Cet avion présidentiel, moi je l'ai utilisé une dizaine de fois. C'est vrai que c'est spacieux, mais c'est pas ostentatoire. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de décoration, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler, pour bien dormir. Dans sa version présidentielle, les 324 sièges de l'avion de ligne ont disparu. Seuls 60 passagers sont autorisés à pénétrer dans cet autre palais présidentiel, concentré dans une cabine de moins de 300 mètres carrés. C'est vraiment un petit Élysée volant. On est dans le pouvoir, on est au cœur du pouvoir. Au niveau des ailes se dresse la salle de réunion présidentielle. Il y a les hublots d'un côté, les hublots de l'autre, et il y a une table ronde où il y a 11 chaises, et il y en a une, on voit que c'est le siège présidentiel tout de suite, puisqu'il y a 2 accoudoirs. Le grand moment, c'est quand l'avion s'apprête à décoller, de voir si l'aide de camp va arriver pour sélectionner telle ou telle personne. Alors tout le monde espère en être, aller dans le sein des saints pour pouvoir faire partie des 10 à 11 personnes qui vont pouvoir accompagner le président de la République dans son déjeuner, dans son dîner, dans cette fameuse salle de réunion. Contrairement aux autres passagers logés à l'arrière de l'avion, à bord, le président dispose de ses appartements privés. Le bureau peut lui permettre de travailler avec 4 ou 5 collaborateurs. Ensuite, il y a la chambre du président. Petite chambre de cabine de bateau, on dirait. Même pendant son sommeil au-dessus des nuages, le président doit rester en prise avec les affaires du monde. À bord, face aux cuisines, une salle de transmission maintient des liaisons confidentielles avec le sol. Il faut que dans les 2-3 minutes, le président de la République puisse être en contact avec le Premier ministre, avec le chef d'état-major de l'armée, si jamais il arrive quelque chose. La France a l'arme nucléaire, donc elle doit en permanence avoir la possibilité de tirer ses armes nucléaires. Et c'est seulement le président qui peut prendre cette décision. La dernière innovation de la 330 présidentielle se situe juste derrière le cockpit. C'est une sorte de cabinet médical où on peut faire des interventions chirurgicales d'urgence. Il faut savoir que par le passé, on avait un deuxième avion qui suivait avec une équipe médicale, avec des moyens spécifiques. À présent, seul un Falcon 7X de la flotte présidentielle accompagne l'A330. Un avion censé prendre le relais en cas de défaillance. C'est précisément ce qui est arrivé à François Hollande au premier jour de son mandat. Il décide de se rendre voir Angela Merkel à Berlin. Il est en vol, on s'en souvient tous, il y a de l'orage et paf, l'avion se fait foudroyer. Lui, il est allé voir le pilote pour dire il faudrait continuer parce que j'ai un rendez-vous avec la chancelière. Et le pilote lui a dit, mais monsieur le président, à bord ici c'est moi qui commande et vu l'état du climat et tout, il faut qu'on retourne à Paris. François Hollande disait en plaisantant, j'ai compris tout de suite les limites du pouvoir du président de la République. À son tour, François Hollande multiplie les déplacements à bord de l'avion présidentiel, en vantant même les mérites devant les caméras. Un lieu qui nous permet de travailler et prenons toutes les étapes du voyage et l'avion est une étape du voyage. Un voyage sous haute protection. L'avion présidentiel français est équipé d'un revêtement pare-balles capable de résister à des tirs d'armes et à des explosions. Sous le fuselage, à l'abri d'une coque de protection, un système antimissile assure les arrières de l'appareil. Un système qui s'appelle le DIRCM, c'est une sorte de rayon laser qui va éblouir l'optique du missile qui est en train de nous arriver dessus. À partir du moment où le missile n'est plus capable de voir sa cible, il va simplement se perdre et il va exploser en vol. L'A330, un appareil ultra sophistiqué qui permet à la France de se démarquer aujourd'hui comme hier.
Les Américains, ils ont la navette spatiale, les Français, ils ont le Concorde. C'était quand même le must, c'était super chic d'arriver dans un pays étranger à bord d'un Concorde. Là, on est vraiment dans le prestige, dans ce que l'on a fait de mieux en matière d'aviation. Le président, quand il peut accéder à cet appareil-là, évidemment, il ne va pas s'en priver, puisque là, il y a un rayonnement qui est gigantesque. C'était ça le Concorde, c'était une vitrine commerciale pour les présidents français. De Georges Pompidou à François Mitterrand, les locataires de l'Élysée ne se faisaient pas prier pour grimper à bord du supersonique. On était quasiment 3 fois plus rapide que tous les autres avions présidentiels mondiaux. Le président partait plus tard, il pouvait rester plus longtemps au sol, faire des réunions plus longtemps, et il arrivait avant à destination. Georges Pompidou, c'est le premier président au monde à avoir passé la vitesse du son, Mach 1. Valéry Giscard d'Estaing, lui, détient un titre qui est toujours très convoité aujourd'hui, de président le plus rapide du monde. Parce que quand il s'est rendu en Iran, où l'attendaient des chasseurs qui devaient l'accompagner jusqu'au sol, ils ont poussé les moteurs jusqu'à 2600 km/h, c'est-à-dire Mach 2,12. Une pluie de records à bord d'un avion qui ne faisait alors pas partie de la flotte présidentielle française. Les présidents le faisaient affréter spécifiquement pour eux. Il était équipé à chaque fois en version VIP, c'est-à-dire qu'on installait une chambre à coucher très confortable, des bureaux, des photocopieuses, et il y avait absolument tout ce qu'il fallait pour le président. Un souci du confort qui ne date pas du Concorde. Avant ça, le général de Gaulle jouissait lui aussi d'un avion fait sur mesure. De Gaulle, il était amoureux de sa Caravelle. Il avait des mots très affectueux, presque comme avec une femme, quand il parlait de son avion. La rapide, la sûre, la douce Caravelle. La Caravelle représentait vraiment l'image du renouveau industriel de la France. De Gaulle, il en était en quelque sorte le meilleur représentant. Le général, un VRP de luxe, qui voyageait à bord d'une Caravelle ajustée à sa hauteur. Il y avait notamment ce qu'on appelle un lit Grand Charles, parce que le président était très grand, il faisait 1,96 m. Et il pouvait se tenir debout dans l'avion, même avec son képi. Il pouvait même sortir de l'avion sans avoir besoin de baisser la tête. Donc c'était quelque chose qui était, pour lui, formidable. Il tenait à chaque fois à arriver dans un pays étranger à bord de son avion. Il s'est rendu dans les années 60 en tournée en Amérique latine. Et la Caravelle, c'était un avion de courte portée. Le général de Gaulle laissait la Caravelle prendre un petit peu d'avance pour faire des escales avec l'Islande, avec le Groenland, avec les États-Unis. Et 200 km avant la destination, finalement, le général de Gaulle atterrissait avec un Boeing. Il avait traversé l'Atlantique d'une seule traite. Et là, il rejoignait sa précieuse Caravelle pour pouvoir arriver à la destination. Et il se posait dans sa Caravelle. Une Caravelle pilotée par des militaires. Depuis près de 80 ans, c'est le même escadron de l'armée de l'air qui, à l'abri des regards, assure les déplacements des présidents français. Un escadron qui transporte le président, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Et tout le monde veut savoir ce qui se passe dans l'avion du président de la République. Lui était aux premières loges. En 2001, après 8 ans dans l'armée de l'air, Cyril Aubry est promu pilote de président. La mission est particulière. On n'arrive pas là par hasard. Le président Jacques Chirac était vraiment un passager très agréable à transporter. C'était quelqu'un de très humain, très chaleureux. Il venait dans le cockpit, il venait discuter, il échangeait, il prenait du temps avec l'équipage. Pendant 6 ans, au service de Jacques Chirac, Cyril Aubry parcourt des milliers de kilomètres au fil de déplacements prévus et imprévus. On a une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le contrat, entre guillemets, c'était de pouvoir partir dans les 6 heures. À l'époque, la France dispose d'un Airbus A319, à même d'embarquer une quarantaine de passagers. Ça s'apparente finalement un peu à un avion d'affaires. La chambre à coucher du président était relativement sobre. Et il y avait une salle de bain équipée quand même correctement puisqu'il y avait la possibilité de prendre une douche. Au cours de ces 2 mandats, Jacques Chirac écume la planète. L'avion présidentiel est alors pour lui un sas de décompression.
nous étions à son service et l'important, c'était de faire en sorte que s'il avait des demandes, nous puissions les satisfaire. Il nous est arrivé de prolonger un vol pour que le président puisse bénéficier d'un petit peu de temps supplémentaire pour se reposer, en faisant tout simplement des ronds dans le ciel. Nous ne sommes pas soumis au créneau de la circulation aérienne. Nous ne sommes pas obligés d'attendre comme font les avions civils lorsqu'il y a beaucoup de trafic, etc. Il y a une priorité. Mais quelles que soient les exigences du président, à bord de l'avion présidentiel, le commandant de bord, c'est le pilote. Et s'il y a une décision finale à prendre, ça sera le pilote qui prendra la décision. Une règle élémentaire qui n'a pas toujours été respectée. 10 avril 2010, Smolensk, en Russie. Le Tupolev 154 du président polonais Lech Kaczynski s'écrase à l'atterrissage avec 96 personnes à bord. On a un chef d'État qui est pressé d'arriver pour des commémorations. La météo est exécrable. Il y avait du brouillard et le système qui était au sol ne leur permettait pas un guidage précis. Un pilote extérieur en situation normale aurait certainement fait le choix de se dérouter vers un autre aéroport. Sauf que dans l'avion, c'est pas n'importe qui. Le gars risque quoi? Risque de perdre son boulot s'il n'écoute pas le chef de l'État qui lui dit « maintenant il faut se poser ». Il perd son libre arbitre, il rentre en stress, en tunnelisation, c'est-à-dire qu'on ne voit plus l'ensemble des problèmes. Ils ont directement tapé dans le sol, hors de la piste, sans visibilité, et la totalité des passagers sont morts. En plus du crash, l'autre menace majeure qui plane au-dessus des avions présidentiels est l'attentat. Particulièrement depuis le 6 avril 1994, le jour où tout un pays a basculé dans l'horreur. On a le président du Rwanda qui est en train de revenir d'une conférence internationale. Il est en approche sur l'aéroport de Kigali. Depuis le sol, il y a quelqu'un qui va tirer un missile pour abattre l'avion présidentiel. L'avion va se crasher. Toutes les personnes qui sont à bord vont mourir, avec les conséquences que l'on sait. Ça va déclencher la guerre civile et donc le génocide rwandais. En temps de guerre, les avions présidentiels sont des cibles de choix. Depuis le 24 février 2022, date de l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine se fait plus rare à bord de son Ilyushin 96. Il y a toujours un risque que l'armée ukrainienne abatte l'avion en vol. Désormais, quand Vladimir Poutine embarque pour un voyage présidentiel, son service de sécurité prend soin de brouiller les pistes. Ils prennent un gars qui ressemble plus ou moins à Vladimir Poutine. Ils le font monter dans un des avions présidentiels et l'avion s'envole dans une direction. Ensuite, Poutine lui-même monte dans un autre avion et il part dans la direction opposée. L'Ilyushin présidentiel est alors rejoint par des anges gardiens surarmés. Récemment, Poutine s'est rendu aux Émirats Arabes Unis puis en Arabie Saoudite, escorté de 4 chasseurs Sukhoi Su-35. Des Sukhoi capables de détecter des missiles à 400 km à la ronde. Et ces avions de chasse ne sont pas les seuls à assurer les arrières du président russe. En cas de guerre, nucléaire cette fois, Vladimir Poutine embarquerait immédiatement à bord d'un engin bien particulier, l'Ilyushin 80. C'est l'avion de l'apocalypse. Et quand on voit ce dinosaure russe avec ses antennes partout, ça fait froid dans le dos. Développé en pleine guerre froide, l'Ilyushin 80 n'est pas sans rappeler le Boeing E-4B américain. Comme les États-Unis avaient cet avion, l'URSS aussi devait avoir cet avion. Un appareil entièrement blindé dont tous les hublots sont condamnés. Ce n'est pas un avion ordinaire, c'est une forteresse volante pour le président.
Comme son homologue américain, l'Ilyushin 80 doit servir de poste de commandement en cas de guerre nucléaire. Du moins en théorie. Pour le défilé aérien du 9 mai 2022, après avoir envahi l'Ukraine, il y a eu une sorte de répétition pendant laquelle cet avion de l'Apocalypse a volé. L'Ilyushin 80 était en état de vol. Et le jour même, il n'aurait pas réussi à le faire démarrer. Plutôt que de révéler qu'il y avait un problème technique, ils ont préféré prétendre qu'il y avait des problèmes météo ce jour-là pour annuler la totalité du défilé aérien. Il y a 4 Ilyushin 80. On ne sait pas exactement combien il y a d'avions opérationnels. Il règne le plus grand mystère, évidemment. Nous ne savons pas si cet avion a une quelconque utilité ou s'il s'agit juste d'une poubelle volante qui sert à effrayer les pays européens. Un culte du secret qui s'applique à toute la flotte présidentielle russe. À commencer par l'Ilyushin 96, une déclinaison militaire d'un avion de ligne conçu sous l'ère soviétique. Commercialement, c'est un avion qui est un échec total. Il y en a quelques dizaines seulement qui vont être vendus dans le monde. Ces avions ont généralement des problèmes avec les moteurs, les freins, le circuit de carburant, et j'en passe. En 2005, Vladimir Poutine assistait à un sommet à Helsinki. Son Ilyushin a été victime d'une panne sur place. Le chef concepteur de l'appareil a été incriminé directement par le président Poutine. Ça la foutait assez mal quand même pour un président russe. C'est quand même le Kremlin volant. C'est l'avion qui représente la technologie aéronautique russe dans le monde. Cet avion, le président russe n'en possède pas 2 ni 3, mais 4 exemplaires. Tous gérés par le FSO, le service chargé d'assurer la sécurité de Vladimir Poutine. C'est pour ça que nous ne savons pas grand-chose sur cet avion. Tout ce qui touche au président russe, c'est top secret. Sa caméra au point, il est l'un des rares à avoir pu filmer à bord. À 15 ans, ce jeune Russe atteint d'une maladie incurable. Voilà son rêve s'exaucer. Je suis actuellement assis sur le siège réservé à Vladimir Poutine. Au-dessus de moi, vous voyez, il y a le blason de la Russie. Et là, c'est le téléphone du président. Une opération de communication pour faire oublier des images bien moins favorables au régime russe. En 2001, à la suite de son réaménagement par une société britannique, l'intérieur, un brin tape à l'œil d'un des avions présidentiels, fait l'objet d'une fuite dans la presse. Vladimir Poutine, il a un goût très particulier, je dirais. Beaucoup de rouge, beaucoup d'or, un mobilier particulièrement luxueux. C'est ce qu'aime le président. C'est quand même assez baroque. Moi, j'ai pas vu ça depuis la maison d'Elvis Presley. La discrétion étant la meilleure des protections, Vladimir Poutine opte régulièrement pour un autre moyen de locomotion. Comme l'a révélé ce journaliste russe, en exil en Lituanie. Vladimir Poutine a décidé de prendre au maximum le train. L'intérêt du train, c'est qu'il est difficilement détectable. On ne peut pas le détecter avec des radars. Le public ne peut pas le suivre sur Internet. C'est extrêmement discret, un train. C'est exactement le même train que pour les passagers normaux. Il est de la même couleur, du gris, avec une ligne rouge. Seuls quelques détails trahissent la présence du président russe à bord. Ce train est bien plus lourd que les trains normaux. C'est pourquoi il faut placer 3 locomotives à l'avant. Normalement, il n'y en a qu'une seule. Sur le toit des wagons, on peut aussi apercevoir des antennes pour les communications sécurisées. Un train blindé qui bénéficie de la priorité absolue sur le réseau ferré russe. Vladimir Poutine peut ainsi voyager sereinement, sans rien sacrifier de son penchant pour le luxe. Nous nous sommes procurés des documents de l'entreprise qui a construit les wagons de ce train. Dans l'un d'eux, on trouve une salle de sport.
Il y a aussi un salon de beauté et toujours dans le même wagon, un sauna et un hammam. Ce recours au train, Vladimir Poutine le partage avec un autre président, le Chinois Xi Jinping. Il faut dire que la Chine, deuxième puissance mondiale, ne dispose pas d'un avion présidentiel, ou plutôt, n'en dispose plus. En 2001, le gouvernement chinois avait commandé un Boeing 767-300ER aux États-Unis à Seattle. Au décollage, il y a eu des sifflements, des effets Larsen, des trucs épouvantables dans les oreilles de l'équipage. Ils vont démonter l'appareil, ils vont retrouver pas moins de 27 micros cachés dans l'avion. Il y en avait même un dans la chambre à coucher du président, juste dans sa tête d'oreiller, et il y en avait un dans les toilettes. Depuis cette affaire d'espionnage, plus question pour Pékin de faire voyager le chef de l'État dans un avion présidentiel. La solution ? Recourir à l'avion de monsieur et madame tout le monde. Lorsque le président chinois veut se déplacer, il utilise un Boeing 747 de la compagnie Air China. 3 semaines avant le voyage, l'avion sélectionné est démonté et entièrement inspecté, centimètre par centimètre. Et avant le grand départ, la cabine du Boeing d'Air China s'offre une montée en gamme. Toutes les rangées de voyageurs sont supprimées et remplacées par une chambre à coucher, par une salle de réunion, par une cuisine. La grosse difficulté, évidemment, pour le président chinois, c'est qu'il faut un préavis, il faut une adaptation de l'avion. Il ne peut pas simplement dire « je veux décoller dans 2 heures », tel que pourrait faire le président français ou de n'importe quel autre pays. Mais pour combien de temps encore le président chinois embarquera-t-il à bord d'un avion de ligne? Qui plus est, fabriqué aux États-Unis. La Chine développe depuis quelques années un avion civil qui s'appelle le C919, qui est développé par Comac. C'est un avion de la catégorie Airbus A320, Boeing 737. Ce sont ces petits monocouloirs qui ne peuvent pas emmener un président et tout son staff. L'espoir du Parti communiste chinois, c'est le Comac C929 qui sortira en 2030. Lui pourrait traverser l'Atlantique, le Pacifique, pour aller participer à des congrès internationaux. Ça ferait un très bel avion présidentiel, et cette fois, il sera made in China. Ambassadeur volant au service des grandes puissances, l'avion présidentiel reste le moyen le plus sûr, le plus pratique et le plus confortable pour transporter les grands de ce monde. La brève expérience ferroviaire de François Hollande en atteste. Dis-moi, je serai le président qui prend le train. C'est qu'il voulait faire plus simple, faire comme tout le monde. Sur le papier, ça semble intéressant parce qu'on se dit, voilà, c'est juste un train, ça va faire des économies. Mais en réalité, c'est une décision en termes de sécurité qui est dramatique. Quand il voyage en train, il faut sécuriser son parcours sur tout le long. Donc, à chaque fois qu'il y a un pylône, un pont, n'importe où, ou alors une barrière qui se baisse, il faut mettre des gendarmes. Donc, ça coûtait hyper cher. Donc, assez vite, cette hypocrisie s'est arrêtée. De la France aux États-Unis, l'avion occupe une place indiscutable au service des présidents. Et ce, plus de 80 ans après avoir supplanté un autre moyen de transport. Le premier président à voyager en avion fut Franklin Delano Roosevelt en 1943. Jusqu'à Roosevelt, les présidents voyageaient en bateau. Mais la menace des sous-marins allemands était trop grande pour risquer une traversée de l'Atlantique par la mer. Roosevelt voulait rencontrer Churchill et De Gaulle à Casablanca pour planifier le débarquement. Après plusieurs escales, le vol a duré en tout 42 heures. De Roosevelt à Biden, ce sont pas moins de 15 présidents américains qui ont volé à bord d'Air Force One. Et la liste n'est pas prête de s'arrêter. Pendant son mandat,
le président Obama a autorisé l'armée à acheter 2 nouveaux avions. Les nouveaux 747-800 sont plus longs, ils ont une plus grande autonomie, de nouveaux moteurs plus modernes. On ne change pas une silhouette qui marque, et encore moins un design. Le président Trump a décidé de redessiner l'avion. Il l'a fait ressembler à son propre avion, avec des couleurs plus foncées, du rouge, du blanc et du bleu. Mais ensuite, le président Biden a décidé de revenir aux couleurs de Kennedy, le bleu ciel et le blanc. Mais ce nouvel Air Force One a beau être encore en phase d'aménagement, les Américains voient déjà plus loin et surtout plus vite. Dans les 25 à 30 prochaines années, nous verrons arriver un Air Force One supersonique. Sur la scène mondiale, chaque nation veut avoir l'avion présidentiel le plus puissant, le plus impressionnant et le plus avancé technologiquement. Avec Air Force One, les États-Unis entendent bien gagner la bataille.